Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une capsule vidéo sur le thème du travail à horaire atypique. Comment gérer le travail à horaire atypique au niveau de ses repas et quels enjeux ça représente en termes d'alimentation et de risque de surpoids. On va démarrer, c'est parti. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle travail à horaire atypique? Donc selon l'INRS, les horaires atypiques correspondent aux aménagements du temps de travail qui ne sont pas standards. Ok. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça concerne le travail de nuit. Donc c'est le travail qui se déroule entre 21 h et 6 h du matin. Ça concerne aussi le rythme de travail irrégulier ou cyclique, donc le travail posté en 3 x 8 ou en 2 x 12. Ensuite, on a le travail le soir entre 21 h et minuit, le travail en week-end ou les jours fériés, les travails flexibles, donc avec des amplitudes de journée variables. Donc on a le temps partiel, moins de 6 heures par jour, et on a aussi les horaires longs, plus de 40 heures par semaine. On retrouve enfin les journées fragmentées, donc les horaires coupés de plusieurs heures. Donc on retrouve surtout dans tout ce qui va être Eureka et puis chez les infirmières qui font du travail à domicile. Et enfin, on a le travail en appel ou sur astreinte. Donc ça, par exemple, dans le milieu médical, ça concerne surtout les personnes qui sont de garde comme au bloc opératoire qui peuvent être rappelées en cas d'urgence. Au niveau des horaires standards, à contrario, ce sont des horaires qui correspondent aux configurations classiques, donc 5 jours de travail par semaine, du lundi au vendredi, entre 7 heures et 20 heures, avec 2 jours de repos consécutifs hebdomadaires. Un petit tableau qui nous récapitule le tout, donc semaine standard, entre 7 heures et 20 heures, 5 jours par semaine, 8 heures de travail par jour, pause du déjeuner inclus. Et puis, on a 5 jours de travail consécutifs pour 2 jours de repos consécutifs. La semaine atypique, les horaires de travail, ça peut être de 21 heures à 6 heures. Les jours sont variables, ça peut être tous les jours de la semaine, en deçà de 5 heures par jour ou au-delà des 8 heures par jour. Un temps qui peut être morcelé, les horaires cycliques, donc 3 x 8, 2 x 12, ou de manière irrégulière, comme précédemment dit dans la dia précédente. Ok, maintenant que on est fixé sur qu'est-ce qu'un horaire variable et qu'est-ce qu'un horaire standard, on va un petit peu se concentrer sur les effets des horaires atypiques. Parce qu'en effet, qui dit horaire atypique dit peut-être heure de repas atypique et donc quelles sont les conséquences et quelles sont les répercussions et comment on peut s'organiser. Alors déjà, avant de commencer, on va regarder un petit peu comment fonctionne l'être humain. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme est un être rythmique. L'être humain est programmé pour vivre le jour et dormir la nuit. Le rythme circadien, donc circadien ça veut dire quoi? Circa autour dia du jour, donc le rythme autour du jour, est contrôlé par des horloges biologiques internes qui régulent de nombreux phénomènes physiologiques, les alternances activité-sommeil, la digestion, la sécrétion hormonale, etc. L'horloge biologique se situe au niveau du noyau suprachiasmatique. Donc c'est au niveau, vous avez les yeux sont reliés au nerf optique, ils se croisent au niveau du chiasma optique et donc au niveau suprachiasmatique, donc juste au-dessus, vous avez ce noyau-là. Donc le noyau suprachiasmatique est constamment en fait stimulé par la variation de la luminosité du jour. Le cycle lumière-obscurité joue un rôle majeur dans la synchronisation journalière des biologies. C'est-à-dire que vous avez votre noyau suprachiasmatique qui capte les variations de la lumière du jour, ça dure plus ou moins 24 heures, et de ça, il synchronise ce qui capte en luminosité pour donner l'information aux autres organes qui ont aussi leur propre horloge. Voici ici le rythme circadien avec ce qui se passe à différentes heures de la journée. Donc si on prend midi quand le soleil est au zénith, 14h30, vous avez votre coordination à votre meilleur. À 17 h, la plus haute force musculaire. À 18h30, la plus haute pression sanguine. À 19 h, la plus haute température corporelle. Généralement, quand on aime faire du sport, souvent, c'est dans ces tranches d'heures-là qu'on est le plus performant et pour lequel c'est le plus confortable. À 21 h, on a le début de la sécrétion de la mélatonine. Donc ça, c'est l'hormone qui va aider et favoriser le sommeil. À 22h30, l'arrêt du péristaltisme. Très important, parce que qui dit en horaire décalé dit collation de nuit, mais regardez que dans le cycle circadien normal, normalement, le péristaltisme est arrêté à partir de 22h30 et reprendra seulement au petit matin. À 2 heures, on est censé avoir le sommeil le plus profond. 4h30, la plus basse température corporelle. Donc c'est pour ça bien souvent que lorsqu'on travaille de nuit, entre 2 h et 4 h du matin, ce sont les
pires heures, on n'est pas bien, c'est 2 heures où on a froid, on n'est pas bien, c'est difficile de lutter contre le sommeil. C'est vraiment les 2 heures où on se dit vivement que ça passe. Et puis ensuite, à 6h45, élévation brusque de la pression sanguine. C'est pour ça que s'ils doivent passer des AVC, donc les professionnels de santé le savent, quand on annonce bien souvent que quelqu'un a fait un AVC, ça va être surtout au petit matin. 7h30, arrêt de la sécrétion de la mélatonine. Donc le corps se prépare à l'éveil. 8 heures, sécrétion matinale de cortisol. Donc c'est l'hormone du stress, l'hormone qui va nous permettre de nous mettre en mouvement. 8h30, péristaltisme intestinal fréquent. Donc là, bien souvent, on a le ventre qui gargouille, la faim commence à apparaître et c'est aussi le moment où on va à la selle. 8h30, sécrétion maximale de testostérone. Et à 10h, meilleure vigilance. Donc souvent, on aime faire les choses qui demandent de la concentration, de l'organisation, des choses qu'on n'aime pas faire. On va souvent décider de le faire le matin parce qu'on est vigilant, actif et on a envie que ce soit fait. Ce qui va nous intéresser surtout pour expliquer un petit peu les déboires du travail de nuit, ça va être surtout 22h30, arrêt du péristaltisme intestinal, la mélatonine qui sera produite la nuit, la température corporelle qui sera basse et au niveau de la sécrétion matinale de cortisol. Ça, c'est vraiment ce qui va nous intéresser et ce qui va pouvoir expliquer pas mal de problématiques qui sont rencontrées par les travailleurs de nuit. Travail de nuit ou horaire posté, quels sont les effets qui sont recensés? Chez les travailleurs de nuit ou postés, l'exposition irrégulière à la lumière du jour désynchronise les horloges internes et perturbe les rythmes biologiques. Donc les effets avérés sur la santé, on a les troubles du sommeil, la somnolence, le syndrome métabolique. Les effets probables, mais vous allez voir qu'ils ne sont pas que probables, ils sont avérés. On a la baisse des capacités de concentration et de mémoire. Tous ceux qui travaillent de nuit savent que on n'a plus la mémoire. La nuit, la mémoire, elle est divisée par deux. Ouais. Personnellement, quand je travaillais de nuit, c'était assez compliqué. Le matin au rapport, je ne me rappelais plus de ce qui s'était passé la nuit. C'était assez terrible. Anxiété et dépression, surpoids, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires et des cancers. Et les effets possibles, augmentation des lipides dans le sang, hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral. Alors, les autres conséquences pour les femmes, ben, on a plus de risques de développer un cancer du sein en travaillant de nuit, ça c'est prouvé. Et ça peut aussi perturber le déroulement de la grossesse. Donc, bien souvent, l'employeur doit vous proposer une alternative. Soit vous passez en travail de jour, soit vous passez dans un autre poste, soit vous êtes en arrêt, vous êtes écarté. Mais l'employeur, sans perte de rémunération, est censé vous trouver un poste alternatif. Et attention aussi aux accidents. Les accidents se produisent le plus souvent, en fait, pas sur le lieu du travail, même si ça peut arriver, mais bien souvent, on est quand même vigilant sur le lieu du travail, mais on va baisser en vigilance quand on va rentrer chez soi. Et en fait, il y a beaucoup d'accidents sur le trajet du retour, en fait, pour rentrer à la maison. Accident de voiture, on est plus somnolent, on s'assoupit, et c'est là, bien souvent, où les gros accidents arrivent. Donc, faites bien attention quand vous rentrez chez vous, à rester éveillé. Donc le rythme circadien et le métabolisme, c'est quelque chose qui sont liés et qui sont très importants. Donc pendant de longues années, on a pensé qu'il n'y avait qu'une seule horloge qui rythmait notre vie, alternant veille-sommeil. Donc comme je vous ai expliqué tantôt, on pensait que c'était le noyau suprachiasmatique, hop, qui détectait la lumière du jour, qui détectait quand la lumière s'abaissait et qui alternait les états de veille-sommeil. Cependant, en fait, on s'est rendu compte que chaque organe avait sa propre horloge et qu'en fait, le noyau suprachiasmatique synchronisait toutes ces horloges. Donc, quand vous avez l'horloge du noyau système nerveux central qui synchronise l'horloge des autres organes et que tout est synchronisé, tout va bien. Cependant, quand on travaille en horaire décalé, les horloges peuvent se désynchroniser et c'est là où les problèmes arrivent. Sans parler de travail en horaire décalé, vous aurez déjà remarqué que quand vous faites un repas très riche et très lourd le soir, vous avez du mal à dormir. Eh bien, en fait, rien qu'une mauvaise alimentation avec des mauvaises graisses et des mauvais sucres pris avant d'aller se coucher suffisent en fait à déclencher une guerre entre le foie et le système nerveux central. C'est-à-dire que le foie ne saura pas se reposer la nuit alors qu'il est censé se reposer. Il devra continuer de digérer. Ça se répercute sur votre sommeil. Donc, sans parler d'horaire décalé, rien que quand on prend un repas trop riche le soir, alcoolisé, souvent le sommeil est mauvais. Une alimentation trop riche en graisse, ça va perturber le sommeil et ça va aussi perturber le rythme circadien de la production d'adiponectine. C'est une hormone synthétisée par le tissu adipeux. L'adiponectine augmente la sensibilité à l'insuline et joue un rôle important dans le métabolisme
des lipides et ça régule en fait la combustion des graisses par les muscles. Si la nuit, le foie n'est pas au repos, les hormones qui sont produites par celui-ci se dérèglent aussi, ainsi que leur fonctionnement. Le dérèglement de l'adiponectine est un exemple parmi tant d'autres et on va en voir d'autres par la suite. Si on veut comprendre le fonctionnement du foie un peu plus précisément, en fait, le foie, il se repose entre minuit et 4 heures du matin. Il s'auto-nettoie, il se détoxifie pour pouvoir être opérationnel la journée. Le foie, il fonctionne d'une certaine façon la journée et il se met à fonctionner d'une autre façon la nuit. On a vraiment donc deux foies, celui du jour et celui de la nuit. Les fonctions du foie, par exemple, la nuit, il va produire l'hormone de croissance. Ça va permettre à l'enfant de voir ses muscles et ses os pousser. Et pour l'adulte, l'hormone de croissance, elle est impliquée dans tout ce qui va être la consommation et la combustion des graisses, la fabrication des protéines, le fait de renforcer les os et le processus de cicatrisation. Donc c'est quand même assez essentiel. Et ce qui se passe, c'est qu'en cas de désaccord entre les horloges du foie et l'horloge du cerveau, le foie peut stocker du glycogène et larguer les graisses au mauvais moment, par exemple par le biais de la modification du cycle de l'adiponectine. Il ne faut pas non plus oublier que la nuit, la flore intestinale dort également. La flore intestinale, c'est des milliards et des milliards de petits micro-organismes qui sont actifs la journée et qui ont besoin d'une période de calme pour se régénérer et pour se débarrasser de leurs toxines. Donc c'est vraiment essentiel d'avoir une période où on laisse le système digestif au repos. Le travail de nuit et la prise de poids. Comment ça s'explique précisément? Donc déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une mauvaise alimentation et un manque d'activité physique qui vont être les facteurs principaux d'une mauvaise santé métabolique. Mais pas que. C'est-à-dire qu'on a la durée de sommeil, la qualité et le rythme circadien de la prise alimentaire qui doivent absolument être considérés comme des facteurs contributifs à l'origine des maladies métaboliques. C'est-à-dire qu'au-delà de se dire qu'on mange des calories, une calorie n'est plus une calorie. Pour un même total calorique, donc imaginons 1850 calories par jour, que vous absorbiez vos calories de jour ou que vous les absorbiez de nuit, ça n'aura pas le même impact parce que par rapport à votre rythme circadien, ça va déréguler et ça ne sera pas placé au bon moment par rapport aux sécrétions hormonales. Donc ça, c'est super important à savoir. Et c'est vraiment le fait de ne pas prendre les apports au bon moment qui est problématique. Souvent, ce qui va être dit par les travailleurs de nuit, c'est oui, mais moi je travaille la nuit, donc tu comprends, j'ai besoin d'énergie parce que je brûle des calories la nuit. Moi, je travaille, je bouge, je me dépense, j'ai besoin de manger. Alors, sachez que vous avez raison, c'est-à-dire que ça a été prouvé, c'est significatif, la nuit, quand on ne dort pas, on consomme plus de calories, plus ou moins 5% en plus, ce qui équivaut à plus ou moins 110 calories. 110 calories, c'est pas énorme. Ça correspond plus ou moins à 24 minutes d'aquagym pour un adulte de 70 kilos. En effet, il y a bien une augmentation de la dépense énergétique quotidienne totale pendant la perte de sommeil, mais en fait, elle est principalement due au coût énergétique d'une veille supplémentaire. Ne pensez pas qu'en travaillant de nuit, vous dépensez énormément plus de calories. Bien sûr, ne sont pas inclus les travaux extrêmement physiques, extrêmement manuels de construction. Mais bien souvent, quand on parle de travail de nuit, on est plutôt sur des travails de veille. Souvent, c'est plus une question de veille, une question de présence, plus que d'une action ultra physique. Ok? Donc, si on part du principe que même si on brûle pas beaucoup plus de calories la nuit, mais qu'on en brûle quand même, on pourrait donc s'attendre à une perte de poids en travaillant la nuit. Eh bien, je suis désolée de vous dire que c'est pas le cas. Malgré une dépense énergétique qui sera du coup en théorie supérieure aux apports, dans la pratique, le travail de nuit est responsable de la prise de poids et c'est multifactoriel. Alors les différentes causes qui expliquent la prise de poids lorsqu'on travaille de nuit sont multiples. On aura d'abord le désalignement circadien combiné à un sommeil court ou une courte durée de sommeil. Donc, pour parler autrement, si vous travaillez de nuit, vous ne dormez pas la nuit et vous dormez la journée et le temps de sommeil est bien souvent plus court. Ou bien alors vous dormez la nuit mais vous avez de courtes durées de sommeil parce que vous êtes souvent réveillé. Ces deux configurations, ça diminue la sensibilité à l'insuline. Si vous mangez des glucides, fondamentalement, vous aurez besoin de plus d'insuline pour faire entrer le sucre dans les cellules. Épuisement pancréatique à fur et à mesure, prédiabète, diabète, vous me suivez. Ensuite, on a les effets de la mélatonine. Les taux élevés de mélatonine diminuent la tolérance au glucose et diminuent la sensibilité à l'insuline. Pareil, lorsque vous êtes censé dormir, donc vous avez votre production endogène personnelle de mélatonine qui augmente, vous ne dormez pas, mais votre mélatonine est quand même produite, vous mangez la nuit, bam, même conséquence, diminution de la tolérance au glucose et diminution de la sensibilité à l'insuline.
besoin de plus d'insuline pour faire rentrer le sucre dans les cellules, épuisement pancréatique, etc. Ensuite, certaines études parlent d'un dérèglement des hormones leptine et gréline. Donc la leptine, c'est une hormone anorexigène et la gréline, c'est une hormone orexigène. La leptine, c'est ce qui va faire que vous allez moins avoir envie de manger et la gréline, c'est ce qui va faire que vous allez avoir plus envie de manger. Il y a certaines études qui prouvent que les taux de ces hormones se modifient. Donc, il y a des mauvais signaux entre faim et satiété. Et puis ensuite, il y a des études qui parlent du fait que la gréline et la leptine, ça reste dans des taux normaux, mais par contre, il y a une diminution de la réactivité aux hormones de satiété. Donc, même si elles sont produites dans les bonnes quantités, le corps met plus de temps pour y répondre et pour percevoir les signaux. Comme on y réagit plus tard, on va quand même consommer des calories. On a aussi le fait que le travail de nuit est souvent un travail solitaire et peu sollicitant intellectuellement et socialement. Et donc, en fait, l'être humain, il aura quand même besoin de dopamine, donc son hormone de bonheur, pour faire passer le temps, pour se sentir un peu mieux, pour se donner du réconfort et du courage. On va vouloir obtenir de la dopamine. Et la dopamine, elle est obtenue comment? En consommant des produits sucrés, gras, satisfaisants. Et enfin, on aura la fatigue accumulée qui n'incite pas l'individu à pratiquer une activité physique régulière. Et donc, ça renforce le sens de la balance énergétique plus favorable aux apports qu'aux dépenses. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Un sommeil insuffisant est considéré comme un facteur de risque indépendant de prise de poids et d'obésité. En effet, malgré une dépense énergétique plus importante, le comportement alimentaire est complètement déréglé. L'apport alimentaire quotidien total, en particulier des glucides, est supérieur pendant la perte de sommeil au-delà de celui nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques accrus. Oui, nos besoins énergétiques augmentent en travaillant de nuit, de plus ou moins 110 calories, mais ce qui se passe, c'est que concrètement, dans la réalité, on mange toujours plus que 110 calories la nuit. Et on va favoriser les aliments glucidiques qui apportent du bonheur et du réconfort. Donc vraiment, on peut retenir qu'un sommeil insuffisant est considéré comme un facteur de risque indépendant de prise de poids et d'obésité. Si ça vous intéresse, ici je vous ai mis les sources qui appuient tout ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à screenshot et comme ça vous pourrez aller faire vos propres recherches personnelles. Maintenant que je vous ai expliqué les tenants et les aboutissants du travail de nuit avec le surpoids, comment en fait on s'organise dans la pratique? Que manger et à quelle heure? Eh bien ça c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo.